Bonjour à tous. Je veux tout de suite, avant d'oublier, profiter de la présence d'Anne Ged pour la remercier chaudement de nous accueillir à l'Agence parisienne du climat et de nous prêter cette belle salle pour faire cette présentation. Effectivement, Olivier Sidler a travaillé étroitement à nos travaux. Malheureusement, il n'a pas pu venir pour les raisons que vous connaissez, de grève SNCF, il s'en excuse je vais remplacer son intervention. André parlera juste après de la partie collective. La maison individuelle et le collectif, c'est évidemment différent en soi et évidemment très différent lorsqu'il s'agit d'imaginer de déployer le passeport rénovation énergétique. Donc on a volontairement évidemment scindé ces deux parties. Je vous propose de démarrer par la maison individuelle et peut-être avant ça, en guise d'introduction, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas forcément vu nos travaux ou lu nos rapports précédemment, je vous propose de résumer nos travaux, les un an et demi de travaux avec le groupe de travail qui est donc composé de professionnels de Bouygues, Saint-Gobain, EDF, Pouget Consultant, Rockwool, etc. Toutes ces entreprises-là. Donc un an de travaux, je vous propose de les résumer en 3 enseignements clés. Une partie d'entre eux, j'imagine, sont partagés par vous, vous les avez en tête. Ça nous permettra peut-être de au moins comprendre quel est notre point de départ et pourquoi on en arrive aujourd'hui à proposer le passeport rénovation énergétique. Premier enseignement, c'est pas une surprise, on le sait tous, la consommation d'énergie de chauffage dans le logement en France, le parc existant, il baisse. Cette consommation baisse depuis déjà les années 70, c'est-à-dire les premières réglementations thermiques. Et lorsque on modélise et on projette la suite des événements de 2010 ou d'aujourd'hui, on va dire, jusqu'à 2050, eh bien, on voit cette baisse se poursuivre. Elle n'est pas surprenante, elle est liée, on le sait, au renouvellement du parc, au fait qu'il y a de nouvelles réglementations thermiques, que celles-ci vont on l'espère, se poursuivre, mais aussi qu'il y a malgré tout des gestes qui sont faits et une amélioration tendancielle des systèmes. La projection qui est ici faite sur le parc des maisons individuelles montre à l'horizon 2050, en l'état, si on ne change rien à la politique actuelle, une baisse qui va se poursuivre de 30% de la consommation à l'horizon 2050. Alors c'est une bonne nouvelle, certains peuvent se dire, mais on le sait, c'est bien loin des objectifs à la fois que fixent les différents gouvernements, celui-ci et le précédent, et les engagements que nous avons, que la France a en matière de lutte ou de politique climat. Alors sur cette base-là, nous avons travaillé à différents scénarios. Qu'est-ce qui se passe si on envoie un signal prix très fort, on relève massivement les prix de l'énergie? Est-ce que c'est ça qui va faire que le marché de la rénovation thermique va se structurer? Ou est-ce qu'on passe par des signaux réglementaires? Je ne parle pas d'une obligation de travaux, mais d'un signal réglementaire qui va là aussi venir aider à la structuration du marché. Notre conclusion, elle est claire sur ce plan-là, c'est que sans signal réglementaire, on ne fera pas avancer la rénovation thermique dans ce pays beaucoup plus que cette courbe-là, cette amélioration tendancielle, on n'y arrivera pas plus. Le signal prix que j'évoquais à l'instant est un scénario que l'on a laissé tomber pour des raisons évidentes d'infaisabilité à la fois politique et sociale. On n'imagine pas un gouvernement augmenter fortement les prix de l'énergie, même si en l'occurrence cette augmentation aide au geste de rénovation. Donc de notre point de vue, très clairement, et là je vous fais une synthèse en 2 minutes d'un an de travaux, en moulinant tous les chiffres dont nous disposons aujourd'hui, il faudra, si on veut avancer en termes de performance énergétique pour le parc existant, il faudra un moment, et on pense plutôt rapidement, mettre en place, articuler un signal réglementaire plus contraignant qu'aujourd'hui. Deuxième enseignement clé qui est lié au premier, on a une politique publique qui est basée sur l'incitation, qui a été très utile au début,
encore aujourd'hui, mais qui en même temps, on le voit, ne déclenche pas la décision chez le ménage. Et on peut distinguer à grands traits le parc existant, là aussi on va se concentrer sur le parc qui est en place, en deux grandes catégories. Une première catégorie de logements énergivores, F ou moins de F si on raisonne en classe DPE, environ 22% de parc, pour lequel là on peut trouver effectivement une motivation à faire de la rénovation thermique sur la base simplement des économies d'énergie. Quand vous avez une facture de 3, 4, 5 ou 7 000 euros de chauffage annuel, effectivement, des gestes de rénovation thermique sont assez facilement rentabilisés, ou du moins rentabilisés sur un laps de temps qui est acceptable pour le ménage. Pour les autres catégories, 73% du parc, eh bien, on va se trouver dans cette situation-là, en moyenne. Je dis bien en moyenne, la facture réelle, en moyenne, c'est 1350 euros pour le chauffage et l'ECS. Et quand vous êtes dans cette situation, la microéconomie du ménage fait que pour un bouquet de travaux de 20 à 30 000 euros hypothétique, on parle souvent 20 à 30 000 euros de ce type de bouquet-là, eh bien, vous n'engagez pas cet investissement forcément pour la pure raison, la seule motivation d'économie d'énergie. Vous n'engagez pas ces travaux-là pour un potentiel d'économie d'énergie de l'ordre de 500 euros par an sur votre facture. Donc les motivations, elles doivent être autres. Elles sont de l'entretien du logement, de sa valorisation, mais ça n'est pas, pour la majorité des ménages, ça n'est pas l'économie d'énergie. Donc ça explique effectivement en grande partie pourquoi la politique aujourd'hui, nous le pensons, la politique de rénovation thermique doit être basée sur d'autres leviers et doit reposer sur la vie naturelle du logement. On va l'évoquer dans une seconde. Troisième enseignement, c'est que s'il y avait une politique de rénovation thermique beaucoup plus efficace dans notre pays, eh bien cela amènerait des avantages et des bénéfices qui vont bien au-delà, ou qui ne sont pas seulement en termes de climat ou de politique climat, mais qui apportent évidemment, on le sait, beaucoup d'autres avantages. Pour d'abord une filière bâtiment qui a cruellement besoin d'activité et de business. On évalue à 30 000 emplois maintenus et créés sur une période longue s'il y avait un signal réglementaire fort qui pousserait les ménages à rénover leur logement. On a évidemment des avantages, des bénéfices pour la collectivité en termes de réduction du nombre de ménages en restriction de chauffage, c'est-à-dire de lutte contre la précarité énergétique, on le sait, et évidemment aussi en termes de pouvoir d'achat pour les ménages, les prix de l'énergie vont graduellement, on le pense, aucune certitude là-dessus, mais en tous les cas, on imagine, et beaucoup d'un institut projette des augmentations de prix de l'énergie. Là aussi, en termes de pouvoir d'achat des ménages sur le long terme, c'est évidemment une bonne chose. Il est préférable d'investir dans la valorisation du patrimoine, les logements, le parc existant, plutôt que d'acheter du gaz ou du pétrole à l'étranger. Donc, en termes de bénéfices, les bénéfices sont nombreux. Encore une fois, si on arrivait à structurer ce marché sur le long terme pour l'ensemble des acteurs de la filière, industriels, artisans et ménages. Voilà les trois enseignements clés. Encore une fois, je vous invite, si ça vous intéresse, à vous appuyer sur nos travaux, regardez nos travaux qui sont tous disponibles sur Internet pour passer pour beaucoup plus de détails ou d'informations sur nos propositions notamment sur le signal réglementaire que l'on évoque. Alors parmi celles-ci, on avait le passeport rénovation énergétique. On a fait ces propositions il y a 8 mois maintenant, on n'était pas les seuls à les faire, mais on a argumenté en disant clairement il faut engager, mettre en place un levier, un outil, un véhicule qui porte la rénovation thermique sur la durée
pour les ménages. Et cette proposition a été retenue, on s'en félicite, par le précédent Premier ministre qui l'a annoncé. Et donc tout de suite, on s'est dit, bien maintenant, il faut se mettre au travail. On a fait cette proposition, elle a été reprise. Il faut donner du contenu à ce passeport rénovation énergétique parce que, évidemment, au-delà de l'annonce, de l'effet d'annonce, on peut imaginer différents contenus. C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Je le dis en préambule et en toute sincérité. Ce sont des travaux préliminaires, intermédiaires. On a pensé utile et on souhaitait vous présenter ces travaux à ce stade-là, avec évidemment le risque de critiques et de critiques constructives, mais il nous semblait important de pouvoir s'alimenter et enrichir nos propositions de l'ensemble de vos réactions, de vos idées, de vos commentaires. On a vocation, Cédric l'a dit, à rendre public évidemment ces travaux-là. Les travaux définitifs seront présentés à la fin septembre et donc on souhaite évidemment intégrer toutes les remarques qui seront formulées et s'exposer forcément à la critique. Alors, premier point, principe directeur là qui vaut quelque part pour la maison individuelle, mais aussi quelque part pour le collectif, même si André évoquera dans une seconde, enfin dans quelques minutes, la dimension plus logement collectif. Premier point, des objectifs. Différents objectifs, un peu larges, mais en même temps importants, parce qu'on voit bien qu'à travers ce véhicule, celui du passeport, eh bien, on peut changer un peu la culture, à la fois des ménages, peut-être de la profession, et faire évoluer certaines pratiques dans la filière bâtiment, mais aussi du regard du ménage sur l'énergie dans l'habitat et de sa valorisation. Premier point, le dialogue. On n'insiste jamais assez, évidemment, sur le fait qu'on ne peut pas et on ne va pas obliger un ménage à faire des travaux qu'ils n'ont pas financés ou qu'ils n'ont simplement pas envie de faire. Et donc, le dialogue entre les professionnels de l'énergie, du bâtiment, les industriels et les ménages, c'est essentiel. Il faut que dans cette démarche, les ménages aient l'occasion de dialoguer, on va le voir dans une seconde. Celui évidemment de l'aide au choix des travaux. On le sait, pour une maison individuelle, on n'a pas les moyens de mettre un ingénieur thermicien derrière chaque maison, derrière chaque ménage, et donc il faut qu'on trouve le moyen d'industrialiser, de massifier au travers de ce passeport des choix, des orientations techniques qui vont faire en sorte que on peut déployer la rénovation thermique de manière simple, dans une logique cohérente et sur la durée. Je vais revenir dans une seconde dessus. Celui de la transparence, il faut faire en sorte que tous ces éléments techniques qui sont souvent qui sont très présents dans la rénovation thermique, je pense aux questions de résistance et à l'ensemble des caractéristiques techniques, soient intelligibles et beaucoup mieux comprises par les ménages de manière beaucoup plus simple. Donc là aussi, il y a un sujet de transparence, de pédagogie, d'ergonomie. Et puis de statistiques, une des raisons pour lesquelles probablement on n'avance pas plus dans ce pays en matière de rénovation thermique, c'est aussi parce que collectivement et la puissance publique n'a pas une vision suffisamment précise de l'état actuel du parc. Donc plus on peut remonter, c'est ce qui est fait en Allemagne, des informations sur l'état actuel du parc, et plus évidemment on pourra, de notre point de vue, améliorer, affiner la politique publique de performance énergétique dans ce domaine-là. Et évidemment en termes de suivi d'expérience, retour d'expérience et suivi de travaux. Alors, souvent, on fait le débat où on oppose des démarches qui seraient entre des rénovations globales et des rénovations par étapes, avec les avantages et les inconvénients que l'on connaît évidemment de ces deux formules. La rénovation globale a l'avantage de faire les travaux dans un laps plus court, souvent de manière plus cohérente évidemment, parce que c'est fait d'une seule bloc, avec probablement moins de gêne pour les ménages, à un coût probablement plus faible, mais avec l'inconvénient que 20-30 000 euros de travaux, si c'est pas plus, eh bien la plupart des ménages en France n'ont pas forcément la motivation ou l'intérêt ou la possibilité, le
financement de faire ces travaux-là. Et en même temps, on voit les contraintes de la rénovation par étapes, hein, celle d'étaler sur peut-être 1 ou 2 propriétaires des travaux qui seraient faits de manière incohérente, sans logique véritablement thermique, et en même temps, on doit prévoir cette possibilité-là. Nous disons clairement, le message est clair, c'est que c'est pas l'un ou l'autre. On doit privilégier les rénovations globales, c'est fait aujourd'hui et il faut le faire entendre évidemment aux ménages. Mais on veut ouvrir le marché, faire en sorte que des gestes à haute performance énergétique soient réalisés dans le parc existant, dans les logements aujourd'hui, sans forcément opposer l'un et l'autre. Et c'est là où la logique du passeport rénovation thermique prend tout son sens. On va le voir dans une seconde. Il y a dans notre pays environ 3 millions de gestes qui sont faits chaque année. Donc ça, c'est des études évidemment publiques réalisées par à la fois l'INSEE et l'ADEME. Plus de 3 millions de gestes qui sont réalisés chaque année sur les logements. Environ 18 milliards de travaux. Donc quand on nous dit la rénovation thermique, c'est pour les ménages une dépense, nous disons c'est de l'investissement. C'est de l'investissement dans ce qui est probablement le plus précieux d'un point de vue matériel pour les ménages, c'est-à-dire leur logement. C'est la valorisation patrimoniale et de ce point de vue-là, il s'agit, de notre point de vue, d'embarquer la performance énergétique à chaque fois qu'un geste est réalisé. 540 000 réfections de toiture chaque année. On estime, et là, on n'a pas de chiffres très précis, mais on évalue à peu près certainement à 25% de ces réfections de toiture qui sont faites sans isolation, et pour le reste, un pourcentage indéterminé qui sont de réfections faites à niveau d'isolation constante, là aussi, là encore où on rate l'occasion de faire plus en termes de rénovation et de performance énergétique. Notre sujet, il est là, encore une fois. Hein, toutes les rénovations BBC qui sont faites aujourd'hui, sous le label Effinergie ou ailleurs, ou dans d'autres cadres, toutes les rénovations globales qui sont réalisées aujourd'hui, c'est très bien, mais on voit bien qu'on atteint une limite et qu'il s'agit d'ouvrir le marché, et donc notamment au travers de ces gestes-là qui sont faits, de faire en sorte que quand un geste est fait, on le fait à un bon niveau de performance. Ça ne veut pas forcément dire au taquet de la performance. Dans certains cas, il y a des contraintes techniques qui font que c'est pas possible, mais au moins d'inscrire ça dans une combinaison de performance et dans une trajectoire, une feuille de route, une logique de rénovation thermique. Hein, on a peu de visibilité sur les durées de vie révélées. Hein, est-ce que c'est 40 ans? Est-ce que c'est 50 ans pour une toiture? On faisait le calcul aujourd'hui, règle 3, pour les toitures aujourd'hui 52 ans. On voit bien que l'état du parc aujourd'hui en France n'est pas forcément d'une très très bonne qualité, les professionnels le disent. Donc il n'y a pas seulement un enjeu d'économie d'énergie, il y a un enjeu aussi de confort dans l'habitat, de valorisation patrimoniale, et donc on souhaite avancer dans cette direction et s'appuyer sur ces gestes-là. Alors ça veut dire que les bouquets de travaux là aussi qui sont définis, dont on parle tout le temps, qui mettent la focale encore une fois sur la question des économies d'énergie, c'est bien, mais essayons d'avoir en parallèle de ça des combinaisons de travaux qui sont cohérents sur le plan de l'ingénierie thermique, je l'ai dit, qui sont coordonnés avec les occasions de remplacement ou les occasions de réfection, et qui tiennent compte du projet des ménages. On va donner un exemple concret avec celui-ci. C'est une illustration, donc j'insiste bien, on sait tous, il y a 15 millions de maisons individuelles et presque autant de situations de ménages, de situations de maisons de caractéristiques différentes. Donc ceci est une illustration, une seule, qui n'a pas de valeur statistique, qui a juste une valeur d'exemple. Une maison individuelle, comme on en trouve souvent, environ 100 mètres carrés, avec des façades évidemment, surface vitrée, qui est dans la moyenne de la distribution du parc, classe E, 270 kWh par mètre carré par an.
Et on s'est posé la question de la différence, justement, si on prolonge cette idée de... Il y a des gestes qui sont faits, des gens qui chaque année refont leur façade, refont leur toiture, etc. Quelle est la quote-part de la thermique là-dedans ? Quelqu'un qui décide de refaire sa façade, il engage des travaux de l'ordre de 6 000 €. Encore une fois, c'est indicatif, c'est une valeur indicative. Il va se dire, je refais ma façade à l'identique. J'ai de l'enduit, je remets de l'enduit, je me pose pas la question. Quelle est la quote-part de la thermique ? Là, elle sera avec... on a pris un exemple, encore une fois, d'une résistance de 4,5 avec une quote-part, là, pour le coup, évaluée à 4 000 €. Et là, on enveloppe le bâti, on améliore la qualité de l'enveloppe. Pareil pour la toiture. Là, on est dans le cas d'une réfection de toiture globale, 15 000 €. On voit qu'on a des quotes-parts qui sont très différentes, qui vont de 1, 2% s'il s'agit juste de rajouter un peu d'épaisseur de laine de roche dans des combles perdus, ou de manière plus importante si on parle par exemple de ventilation ou d'ouvrant. Au global, vous regardez les fiches qui sont faites, les retours d'expérience de cas par exemple BBC, on arrive à peu près à cette même logique. Encore une fois, d'un exemple à l'autre, d'une maison à l'autre, un surcoût qui va de 10% en fonction des gestes jusqu'à 30, 40 ou 50%. Ce qui est intéressant et ce que nous relevons et nous mettons en valeur, c'est que dans cet exemple-là, le ménage aurait probablement dans ce cas-là refait des travaux à hauteur de 30 000 €, pas forcément en une fois, en plusieurs fois, peut-être étalé sur 10 ans, 30 000 €, c'est le plus logique. Et dans une logique d'un passeport rénovation énergétique inscrit dans une classe B compatible, un niveau BBC, à peu près BBC, eh bien, il aurait engagé, celui-ci, 14 000 € de travaux en plus. Le gain, il est quoi ? Il n'est pas forcément, encore une fois, en termes d'économie d'énergie, mais en termes de valorisation. On a au bout du bout un logement dans cette logique-là qui a bien plus de confort, une qualité d'enveloppe bien renforcée, une ventilation qui est au niveau, et la valeur patrimoniale de cet investissement est beaucoup plus élevée que simplement l'investissement de 14 000 €. Encore une fois, c'est un exemple. On peut trouver plein de situations différentes. La logique, vous l'avez compris, elle est d'aider les ménages qui font cette quote-part thermique. Si on doit cibler les subventions, c'est vers cette quote-part thermique qui emmène vers des niveaux de performance bons pour la collectivité et bons pour la valorisation du patrimonial, pas forcément aider Madame Michu à remplacer tel aspect de son logement sans aucune cohérence globale. Alors, si on rentre dans le détail du contenu et du fonctionnement de ce passeport, on s'est posé des questions très pratiques, très pragmatiques, de qui fait, quand ça se fait, combien ça coûte, et je vous propose de partager ça avec vous et pour avoir vos réactions en se plaçant le plus possible, en essayant de concilier les contraintes à la fois macro, les contraintes de la collectivité et les contraintes du ménage, celle qui devra à un moment débourser de l'argent pour avoir une meilleure compréhension de son logement d'un point de vue thermique et bâtimentaire. Alors, on a d'abord différentes situations. Des ménages qui peuvent initier un passeport rénovation énergétique, comme ils le feraient en franchissant la porte de l'Agence parisienne du climat ou n'importe quel autre espace Info-Énergie, en anticipation. J'ai entendu parler de la communication d'éco-rénovation, je m'intéresse à mon logement et je viens regarder, me renseigner quelles aides sont disponibles, etc., etc. Mais on a d'autres situations. Le ménage qui doit anticiper de refaire sa toiture ou qui voit son système de chauffage détérioré et qu'il imagine remplacer. Enfin, différentes situations, hors cas d'urgence évidemment, de maintenance et d'entretien. On peut imaginer évidemment que dans les parcours de mutation, ça fait partie du signal réglementaire que nous proposons,
dans le cadre d'une mutation, on sait que c'est un moment propice, très favorable à la rénovation d'un logement, pas seulement thermique, que des investissements sont faits très souvent par les nouveaux acquéreurs et que là aussi, ça doit être l'occasion, avant, après, en fonction des situations, d'initier un passeport rénovation énergétique. Avec, là aussi, le parcours classique des artisans de la filière bâtiment qui est là, présent, pour faire des devis, pour conseiller le ménage, des organismes de financement, on sait que toute la logique de financement public et privé va être revue dans l'année 2015, donc qui est là de manière simple pour aider à ces projets-là et le déroulement des travaux. Ça, c'est le camp, mais encore une fois, c'est mis sur un schéma. Dans la vraie vie, on a des milliers de situations différentes. Il faut simplement que le passeport puisse s'adapter à ces différentes situations. On a évidemment pensé à ceux qui doivent réaliser ces passeports rénovation énergétique, avec évidemment en aval, ça c'est connu, c'est l'existant, une profession qui existe, une filière bâtiment, dont on sait que, là encore, elle doit avoir plus d'activités, parce que plus d'activités pour la filière bâtiment, mais c'est plus de moyens d'innover, de se professionnaliser, de monter en gamme en termes d'offres. Donc c'est absolument impératif, avec évidemment l'éco-conditionnalité qui va s'engager. Mais la question c'est avant. Qui initialise ce passeport? Est-ce que c'est les ménages directement, totalement libres, ou est-ce que on passe par la filière énergie, la filière bâtiment? Nous, ce que nous disons, notre proposition, c'est de dire que à partir du moment où des diagnostiqueurs qualifiés et dûment qualifiés ont cette qualification, eh bien, c'est à eux de réaliser cette partie amont du passeport, ce diagnostic particulier, et à partir du moment où un organisme, qu'il vienne de la filière bâtiment, énergie, ou des diagnostiqueurs des PE qui sont déjà en place et qui est une filière qui est déjà organisée, à partir du moment où ces entités-là, ces entreprises ont cette qualification, mais c'est à elles d'organiser et de réaliser ces passeports en amont. Évidemment, le passeport rénovation énergétique, dans notre esprit, est rattaché au logement. Lorsqu'il y a mutation, eh bien, c'est au propriétaire de transférer le passeport au nouvel acquéreur. Et ainsi, cette espèce de carte vitale, comme l'appelle le plan bâtiment durable, deviendra l'identité du logement, quel que soit le propriétaire. Alors en termes de financement, là aussi, beaucoup de formules différentes. Nous, on se dit, pour l'initialisation du passeport, vous allez le voir dans la démarche, on imagine une visite technique faite par un professionnel, dûment qualifié et surtout dûment outillé. On va revenir sur cette notion-là. Il y a d'un côté, avec un coût de production de ce passeport, et puis de l'autre, on a un niveau, quelque part, d'acceptation sociale. À l'extrême, si on disait pour une maison individuelle, le passeport coûte 10 000 €, on serait bien qu'on en vendrait probablement aucun en France. Donc il y a ces deux notions à prendre en compte, ce qui nous amène à ce chiffre d'environ 400 €. Est-ce que c'est 380 ou 410 ou 450? Je ne sais pas. C'est au marché, de notre point de vue, à organiser ça, à établir la bonne offre, mais ça doit, de notre point de vue, tourner aux alentours de 400 € pour faire en sorte que les professionnels diagnostiqueurs puissent gagner leur vie et en même temps que les ménages, ce soit acceptable d'un point de vue du pouvoir d'achat des ménages. Alors, dossier papier, dossier web, évidemment, on ne peut pas privilégier un support par rapport à un autre, et on imagine, en tous les cas, on propose
que ce passeport puisse être partiellement remboursé ou totalement remboursé si le ménage organise des travaux ou se lance dans des travaux. On peut imaginer évidemment, comme c'est déjà prévu aujourd'hui, que les CDSE ou des CIDD, ou en tout cas le financement de ce passeport s'intègre dans des dispositifs actuels. Tout ça est à définir, mais en tous les cas, voilà comment nous on imagine la tarification de le niveau de prix de ce passeport. En termes de déploiement, il est évident que si on veut massifier, si on veut encore une fois structurer ce marché à long terme, il va falloir, de notre point de vue, encadrer réglementairement ce passeport, comme ça existe aujourd'hui avec l'audit thermique pour le logement collectif, plus de 50 lots chauffage collectif. Vous le savez, à l'horizon 2017, il y a cette obligation de réaliser ça. Eh bien, c'est assez logique d'imaginer que selon un échéancier qui est à définir, là aussi par les professionnels, par les acteurs, par la puissance publique, on peut imaginer qu'il soit rendu obligatoire que les ménages réalisent ce passeport rénovation énergétique, encore une fois en y voyant tout le bénéfice pour eux en termes de niveau de connaissance sur leur logement, et de commencer par les logements les plus énergivores. Comme toujours, des dérogations seraient à prévoir ou sont à prévoir pour certaines catégories de ménages ou certaines catégories de logements. Il y a des dispositifs aujourd'hui réglementaires qui existent déjà pour encadrer ça. Nous disons en tous les cas, comme nous savons que ce cadre réglementaire prend du temps, nécessite de la concertation, nous disons que d'un point de vue projet pilote, on a envie de démarrer ça, de voir comment ça se passe sur le terrain. Il y a des expérimentations qui existent, je vais y revenir, dans la Drôme par exemple, à travers l'opération Dorémy. Eh bien, on a la volonté d'ici fin 2014 de déployer dans des régions qui veulent travailler avec nous sur des opérations pilotes, le passeport qu'on est en train de concevoir pour voir comment ça fonctionne et avoir des premiers retours d'expérience et ainsi alimenter peut-être la filière et la puissance publique de retours d'expérience dans ce domaine-là. Voilà un peu ce qu'on imagine en termes de déploiement. Alors maintenant, quel contenu de ce passeport? Eh bien évidemment, vous l'avez compris, un descriptif du bâti et des systèmes, un diagnostic DPE parce qu'on se dit qu'on ne va pas réinventer la poudre. Il y a aujourd'hui un moteur de calcul, un DPE qui existe. Il s'agit d'intégrer sous une forme qui est à définir le DPE dans le passeport rénovation énergétique. En tout cas, ça a une logique forte. Avoir les préconisations basées sur des combinaisons de performances, donc préconisations de travaux, l'échéancier et des conseils qui aident le ménage, ça existe aujourd'hui, mais de renforcer ça d'un point de vue pédagogique, améliorer les conseils qu'on peut donner aujourd'hui au ménage en termes de comportement et d'usage. Le format, je l'ai évoqué, numérique ou papier, et on peut imaginer qu'à terme, selon une modalité à définir, que d'autres volets plus santé soient associés à ce passeport rénovation énergétique. La cible, encore une fois, ça doit être de donner du temps aux ménages pour que, à l'horizon 2050, on soit sur cette trajectoire de classe B, que l'ensemble du marché tende vers cet objectif-là. Alors, dans cette partie initialisation, l'état des lieux est constitué d'une visite technique, d'un dialogue avec le ménage, ça doit intégrer le calcul DPE, on imagine les préconisations de travaux et on va illustrer dans une seconde mon propos avec une mise en situation et la partie réalisation et suivi de travaux avec les devis évidemment établis et toute la filière bâtiment dont on espère qu'elle s'engagera avec nous dans ce schéma-là, dans cette logique-là, parce que ça ne peut marcher que si tous les acteurs bâtiment, énergie, ménage et tous les acteurs qui participent, y compris évidemment les diagnostiqueurs, s'engagent dans ce schéma-là et travaillent ensemble.
Alors, on s'est posé la question de la massification. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on le sait, il est irréaliste de mettre un ingénieur thermicien dans chaque maison individuelle, sur chaque projet de rénovation. Donc la question est comment, en même temps, on sait qu'on ne va pas transformer des artisans en bureaux d'études thermiques. C'est là aussi tout aussi irréaliste. Et donc on se pose la question de comment faire ça, comment pouvoir faciliter le déploiement, faciliter le travail de ces diagnostiqueurs sans engager des calculs réglementaires à chaque opération. Et donc, on en est arrivé à l'idée qui avait été initialisée il y a quelques années par Olivier Sidler au travers de ses solutions techniques de référence. On s'est appuyé sur ces travaux-là pour les développer, les enrichir et arriver aujourd'hui à un principe de 17 combinaisons possibles selon des paramètres qui sont déterminants, évidemment, sur chaque lot, isolation, ventilation, étanchéité, isolation des murs, sur des calculs et des travaux de simulation dynamique réalisés qui nous éclairent et qui fassent que, à partir d'une combinaison de performance, on arrive à une cible de performance, en l'occurrence classe B, 17 combinaisons qui tiennent compte évidemment de l'énergie et classe bas en complément pour ceux qui voudraient aller encore plus loin. Alors comment ça fonctionne? Rapidement, on en donne deux exemples. Là aussi, on rendra public évidemment ces combinaisons, on exposera ça à la critique constructive de l'ensemble des acteurs. On n'a pas vocation à cacher ça, mais l'idée, vous le comprenez au travers de ces deux exemples, c'est que on va faire par un jeu de vases communicants plus d'isolation sur une partie, un lot du logement, moins sur l'autre, en fonction des contraintes, des caractéristiques techniques, et ainsi avoir dans tous les cas de figure une combinaison qui va s'adapter à la maison chauffée au fioul en milieu rural, à la maison en milieu périurbain chauffée au gaz, etc. Alors prenons cet exemple-là. Une combinaison, première combinaison, encore une fois, combinaison ne veut pas dire préconisation de solutions techniques ou de travaux. On parle bien de combinaison de performance. Premier cas, une isolation par l'intérieur, avec une étanchéité bonne dans le premier cas, des niveaux de résistance, murs, planchers, etc., des équipements de chauffage et des systèmes différents, et dans l'autre cas, une isolation par l'extérieur, des niveaux de résistance là aussi différenciés d'un lot à l'autre. On voit bien que dans les deux cas, on arrive, enfin on le voit bien, on le voit pas bien, mais on le sait, par les calculs et les simulations dynamiques qui ont été faites, on arrive dans les deux cas à cette cible qu'on a appelée classe B compatible. C'est ces valeurs-là que l'on va rendre publiques, qui existent aujourd'hui et qu'on va rendre publiques pour justement permettre à chacun de bien s'approprier ces logiques-là. Voilà, les combinaisons de performance font partie du moteur, quelque part, de notre diagnostic et de notre outil qui permet aux professionnels, sans calcul réglementaire, de pouvoir tracer une feuille de route, une trajectoire pour le ménage. Alors, comment ça se déroule concrètement? Eh bien, on l'a dit, une visite technique, un diagnostiqueur arrive, encore une fois, quelle que soit son origine, artisan, bâtiment ou autre, il arrive pour 3 heures de visite. C'est là où je disais que tout ça s'appuie sur des expérimentations qui ont déjà eu lieu et qui se déroulent en ce moment. Il vient dans le ménage et avec le ménage, il fait le tour de la maison pour voir les différents lots et discuter avec le ménage des différentes contraintes techniques. Il y a un volet ressources disponibles, en particulier lorsqu'on parle d'aide, notamment mise à disposition des collectivités territoriales, et surtout on va valider le projet des ménages, parce que au-delà des caractéristiques techniques, le ménage peut avoir le projet, je sais pas, de rajouter une véranda sur une façade, d'aménager ses combles perdus pour tout autre besoin. Donc le ménage a des projets, et là aussi il faut
il faut inscrire le projet des ménages dans le planning que l'on va voir dans un instant, le planning de travaux, avec un bilan. Donc une visite de 4 heures, je l'évoquais tout à l'heure, environ 400 € pour réaliser ce passeport avec ses résultats DPE, une combinaison de travaux optimale fixant une trajectoire, une proposition d'échéancier, un estimatif évidemment financier pour chaque lot et global qui ne vaut pas devis, hein, les devis sont à faire par l'artisan, des projections de consommation pour montrer là aussi le gain au ménage et évidemment des conseils sur les conseils d'usage. Voilà, alors on prend l'exemple. On n'est pas éditeur de logiciels, mais on s'est amusé à développer, à illustrer à travers cette petite mise en situation. Là, on ne voit pas bien, je m'en excuse, mais on s'est amusé à faire une démo. On s'est dit, ben voilà, comment ça ressemblerait à quoi si ce diagnostiqueur faisait cette visite et commençait cette visite avec le ménage. Eh bien, on voit là lot par lot. Donc là, je suis dans la façade. Baptiste le remplit en même temps avec différentes compositions de façade, des tâches d'humidité, est-ce que c'est de l'observation, de l'occultation, comment se présente l'aspect intérieur de la façade, avec, très important, l'année d'intervention ou l'année de mise en place s'il s'agit d'un système. J'ai ensuite le plancher, hein, dont on sait les difficultés évidemment sur ce volet-là à mettre de l'isolation, l'épaisseur, la surface, la composition là aussi du plancher. Je passe ensuite à la toiture avec là aussi toute une série d'informations. On peut imaginer, on l'a prévu, que lorsque on saisit certaines caractéristiques, des fenêtres apparaissent, des alertes apparaissent en même temps de la visite, que la visite se déroule, pour alerter le ménage de telle ou telle contrainte technique ou tel aspect. Donc je déroule sur les fenêtres, je continue sur les systèmes de chauffage, ventilation évidemment très important, et l'étanchéité du logement. J'arrive, j'ai complété tout ça, j'ai fait mes 3 heures de visite, je suis dans l'interface du diagnostiqueur et là, ça alimente une vue, une interface pour le ménage. C'est mon portail. À moi, encore une fois, c'est très simplifié. Ça a une vertu simplement illustrative, mais simplement pour montrer le résultat qui pourrait comporter 3 volets. Le premier volet, état initial, dans lequel pourrait s'intégrer évidemment le DPE, avec une vision de la performance initiale lot par lot. J'ai le récapitulatif qui pourrait être évidemment beaucoup plus détaillé en haut de la maison individuelle. On peut imaginer des liens avec évidemment la carte numérique comme ça se développe aujourd'hui. Ça, c'est mon état initial. Et puis, je vais aller sur la combinaison de performance. Combinaison de performance, je vais en avoir 2, je vais en avoir 3. Je vais le discuter avec mon diagnostiqueur et au bout du bout, en toute compréhension, en accord, je vais, moi, ménage, m'orienter vers un choix de combinaison, alors qui va me donner là aussi de la visibilité en termes de niveau d'investissement sur le lot. Refaire ma toiture, je sais que c'est une fourchette, aller de 15 à 25 000 €, qui évidemment peut être affiné beaucoup plus on norme et on standardise les différentes opérations, avec là aussi pour chaque intervention les différents budgets, un rappel malgré tout des informations techniques, et ici, très important, l'espace réservé à la profession, qui va venir traduire les solutions techniques préconisées pour chaque lot. Du R égale 6,5, ça veut dire quoi en termes de solutions techniques? C'est là où l'artisan va venir alimenter par un devis, par des conseils, le choix du ménage. Et je viens au planning.
Si ça mouline, ça travaille. Il y a un moteur de calcul qui est derrière et qui va m'optimiser des contraintes, les contraintes techniques du bâtiment, les contraintes de choix de projet des ménages, etc. Et j'aurai de la visibilité. Ici, j'ai de la visibilité sur les durées de vie. Il s'agit aussi, à travers cet outil, de faire comprendre aux ménages que 40 ans, 50 ans pour une toiture, eh bien, on va en buter de sa durée de vie, en tout cas indicative, observée. On peut imaginer de la remplacer avec des niveaux de confort et niveaux de performance meilleurs. Il y a évidemment les projets du ménage qui viennent s'incrémenter aussi et qui viennent s'agréger à mon planning. Et puis là, je vais pouvoir planifier. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis en place ma chaudière en 1995. Eh bien, je décide, moi, ménage, en 2015, de faire ce changement et j'ai le niveau j'ai ma préconisation, mon choix, mon devis qui est fait par l'artisan. Ainsi de suite, vous comprenez la logique. Je rafraîchis évidemment et je vois le gain de performance. Là, en l'occurrence, c'est très facile, j'ai un saut de classe, c'est pas toujours le cas. On peut imaginer beaucoup d'aspects techniques qui sont liés ou d'informations plus précises. Et je vais avoir, là, selon le planning, aussi des dates que je planifie et parfois des interventions dont je ne connais pas l'échéance, qui vont peut-être venir après la mutation, mais que je peux planifier d'ores et déjà, dire attention, il faudra imaginer, il faudra envisager de refaire cette partie du logement. Voilà, vous avez compris l'idée. On a notre volonté, c'est surtout pas de développer ce type de portail ou d'outils pour nous et d'en garder la propriété intellectuelle, et elle est au contraire d'imaginer dans le cadre d'une concertation avec, on l'espère, les acteurs de la filière, imaginer un contenu, un moteur qui soit ensuite laissé à la disposition des professionnels, je pense notamment évidemment aux éditeurs de logiciels, qui pourraient prendre ça et développer des solutions en fonction de leurs outils existants et de leur créativité, de telle sorte que ces portails, ces outils soient déployés au plus grand nombre, professionnels et ménages. Voilà, pour la maison individuelle, voilà l'essentiel. Je vais laisser la parole à André pour la partie collective. Est-ce qu'on fait un temps mort et on prend des questions ou des réactions, des commentaires à ce stade? Ça peut peut-être être utile. Prévoit la fin. Donc, s'il n'y a pas de questions urgentes ou absolument pressantes, je vous propose de passer la parole à André pour la partie collective et ensuite d'avoir une séance de questions-réponses. Bonjour. Pendant que je mets mon micro-cravate à la chemise. Ça fonctionne comme ça. Moi aussi, je viens sur l'estrade pour avoir mes critiques constructives et vous parlez de copropriété. On va y aller. Voilà, vous avez une petite image. J'ai pas beaucoup de temps, mais comme c'est plus simple la copropriété que la maison individuelle, donc vous allez voir, ça va aller très très vite. Et donc, dans un premier temps, je vais vous rappeler des préalables très importants. C'est valable aussi pour la maison individuelle. Les bâtiments existants, et, ma foi, ils existent et souvent occupés. Et donc, il y a des gens qui habitent les lieux. Et donc, il faut comprendre, les écouter, connaître leurs besoins. Et à partir de là, on peut intervenir, mais pas avant. Ensuite, le mot embarqué, il faudrait que vous comptiez le nombre de fois qu'on le dit dans la soirée. Je pense que ça serait pas mal. Le jeu, c'est de passer la vingtaine. Je crois qu'on va y être. L'idée, c'est évidemment de ne pas obligatoirement imposer les travaux, mais en revanche, quand on fait des travaux, c'est de penser à cette performance énergétique. Enfin, il faut penser aussi rénovation durable, c'est-à-dire durable dans le temps.
Et il y a évidemment, sauf urgence, intérêt, dans un premier temps, à travailler sur la réduction des besoins et ensuite on adapte les équipements à la réduction des besoins plutôt que le contraire, ça serait ballot. Donc c'est la meilleure façon de s'y prendre. Je le dis parce que c'est pas toujours cette façon-là qui est appliquée. Et donc, au moins pour le sujet de la rénovation des copropriétés, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le palier, il y a les pointillés entre les différents lots. Eh bien, pour certains d'entre vous qui habitez une copropriété, eh bien, c'est très important de relever ce challenge d'écoute de la copropriété pour qu'ensemble, ils prennent les bonnes décisions pour leur bien commun. Et ça, c'est cette amélioration du vivre ensemble, c'est un challenge important. André, il faut que tu relèves le micro aussi. Juste relever. Là, ça va là? Ouais. C'est bien? En plus, tu parles pas l'enregistrement, parce qu'en plus, tu parles doucement. Ah, d'accord, je ne parle pas assez fort, c'est ça? Je vais essayer de parler plus fort. Et voici. Alors, pour la copropriété, une autre particularité, c'est que pour arriver à l'objectif de performance énergétique, on doit intervenir sur des parties communes et sur des parties privatives. Et ce n'est pas les mêmes personnes qui décident. Et donc, ces mêmes personnes, enfin, comme ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas au même moment que ça, qu'on peut l'embarquer ou que ça se décide aussi. Vous allez voir, ce n'est pas si simple que ça. Toujours est-il que je vais vous faire trois schémas un peu divers sur ce qu'on peut rencontrer sur la rénovation des copropriétés. Le premier, on l'a appelé le scénario collectif, ça c'est du bonheur, c'est-à-dire que l'on peut isoler par l'extérieur le bâtiment, c'est souvent du première couronne des années 60, avec un chauffage collectif. Eh bien, ce cas-là, on peut intervenir et passer à un niveau compatible B ou je ne sais quoi, BBC, peu importe, très facilement, sans rentrer dans les appartements, ou très peu. Vous voyez? Donc ça, c'est la solution rêvée. Quand on l'a celui-là, on ne le lâche pas et on essaye de convaincre. Et petit à petit, il y a des projets qui se réalisent comme ça. À l'opposé, on aura le cas plus privatif, c'est-à-dire que on peut absolument pas isoler par l'extérieur pour différentes raisons. Et ça, ça arrive. Et donc là, pour le coup, et on a du chauffage individuel en plus. Donc vous voyez que c'est petit à petit que on va faire que cet immeuble atteigne l'objectif visé. Donc collectif, le scénario où tout se passe plus en partie commune. Privatif, là il n'y a plus que la toiture et la terrasse qui sont en partie commune. Et enfin, le panaché, eh bien ça c'est souvent la réalité. Je pense par exemple aux copropriétés intramuros dans Paris. Côté rue, pas question d'isoler par l'extérieur. Côté cour, souvent, et courette, souvent on peut isoler par l'extérieur, mais là on ne va pas se gêner pour faire, pour arriver sur cette combinaison-là. Et là pour le coup, on a non seulement, on peut avoir du chauffage individuel, mais en plus, et ça c'est très souvent, plusieurs types de systèmes de chauffage, soit chaudière gaz, soit chauffage électrique. Donc voilà plutôt la réalité, c'est celui-ci. Voilà, pour la particularité. Alors maintenant, en fait, je présente exactement la même chose, le même fil conducteur que pour les maisons individuelles, si ce n'est qu'il s'adapte à la situation des immeubles collectifs. Donc là, on va faire l'échelle du temps, toujours pareil vers 2050, et cette vie de l'immeuble, il est rythmé par des périodes qui sont de décisions qui sont définies par les assemblées générales. C'est assez renseignant puisque ça se réunit à peu près une fois par an. Donc ça met un peu de temps au temps. De temps en temps, c'est peut-être pas mal d'accélérer. Donc en fait, on va essayer d'imaginer 3 temps. C'est un peu comme la valse, l'audit. Un temps central pour la préparation et puis après on passe à l'acte. C'est-à-dire on regarde où c'est qu'on met les pieds, on réfléchit et on agit. Vous voyez? Comme ça à peu près. Donc maintenant, on va passer à habiller cette ligne dans le temps. L'audit, lui, va donner naissance au passeport. C'est-à-dire qu'on remet en assemblée générale l'audit, souvent un audit global, mais je répondrai aux questions à ce niveau-là, pour
à cette Assemblée générale, retenir la solution que la copropriété, ce soir-là, aura choisie. Elle peut changer dans le temps après si elle a envie. Mais dans un premier temps, il faut faire une photo et on a une situation initiale. Pour arriver au point final, on a telle solution. Et ah oui, celle-là, elle est pas mal, celle-là, oui, et ainsi de suite. Et souvenez-vous, les solutions pour y arriver sont à la fois sur les parties communes et parties privatives. Ensuite, on laisse du temps on laisse réfléchir les gens pour s'organiser, pour à un moment donné embarquer ces travaux. D'accord ? Je n'ai pas dit imposer aux travaux. Mais à un moment donné ou un autre, ils vont rénover une façade, obligés. Si c'est tôt ou tard, mais ils vont y arriver. Et bien à ce moment-là, quand ils feront ces travaux, ils embarqueront. Par exemple ça. Ou, par exemple, dans la mutation, dans le cas d'intervention d'isolation par l'intérieur. Je reviendrai là-dessus parce que ça peut poser des questions. Ensuite, le visuel, vous n'avez pas vu en haut, peut-être le sous-titre, ça existe déjà, mais en fait, on veut essayer de ne pas inventer un nouveau truc, et au contraire, on veut récupérer ce qui existe et puis, tant qu'à faire, essayer de le simplifier. Par exemple, au niveau des audits, aujourd'hui, eh bien, ça existe, l'audit obligatoire, tu l'as cité tout à l'heure, 50 lots chauffage collectif, pour le moment, c'est cette partie-là. Ensuite, la loi Allure en parle, et avec des considérations importantes sur l'audit global. C'est très important, je fais juste une petite parenthèse, nous, thermiciens, on est très petits bras pour aller en assemblée générale, convaincre les gens. On ne va pas, avec une étude thermique, dire aux papis et aux mamies, souvent parce que c'est les personnes les plus âgées qui sont mobilisées pour ces assemblées générales, et puis les autres aussi, on ne va pas les convaincre avec l'étude thermique. On va les convaincre en ayant écouté leurs problèmes, trouvé des solutions à leurs problèmes, grâce à l'architecte qui a une vision globale que nous, on n'a pas. Et qui fait un petit peu rêver, c'est très bien d'ailleurs, pour nous aider à que les gens extrapolent un petit peu et voient ce qu'ils peuvent attendre et pas uniquement un tableau de chiffres de kilowattheure ou d'émissions de CO2 qui ne parlent pas obligatoirement. Le passeport, eh bien, bonne nouvelle, il existe déjà. Hein. Il s'appelle passeport, carnet de santé, carte vitale, tout ce que vous voulez. Eh bien, il existe déjà. Il s'appelle carnet d'entretien. C'est le décret du 30 mai 2001. Vous tapez décret du 30 mai 2001 et vous verrez, il tient en 2 pages et il y a la liste des trucs que doit remettre le syndic. Ça existe déjà, le carnet d'entretien. Pas très utilisé aujourd'hui, bon, peu importe, c'est pas grave. On va s'y coller, mais toujours est-il que cette mesure existe déjà. Ensuite, pour se préparer, la meilleure façon de s'y préparer, c'est d'engranger un petit peu de sous. Et donc là, pour le coup, c'est entre autres la solution des fonds de travaux qui est prévue dans la loi Allure et qui, je pense, est quand même une opportunité attachée au lot, qui est une opportunité pour, à un moment donné ou un autre, dans quelques années, on devra faire ces travaux, et bien on aura mis un petit peu de côté pour cela. D'accord ? Enfin, à propos des travaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'oblige pas les travaux. Mais quand on fait des travaux, on oblige à mettre en conformité. C'est-à-dire quoi ? Respecter tout simplement une réglementation, une voiture balai. Eh bien aujourd'hui, une réglementation existe déjà. Donc c'est pas la peine d'en revoir la copie. Enfin, la réactualiser, c'est hyper important, évidemment, puisqu'elle n'est pas opérationnelle. Mais c'est entre guillemets, uniquement que de réactualiser l'actuelle réglementation. Voilà. Et donc, pour éviter le millefeuille, voilà. Ensuite, j'ai fait ce visuel important. C'est marrant, parce que j'avais des jolies photos. Je ne l'avais pas vu. C'est évident que parmi vous, il y a des gens qui habitent peut-être des immeubles comme ça, ou un peu différents, où il est absolument impossible d'intervenir sur le bâti, pour certaines parties du bâtiment. On ne va pas isoler Versailles. Je ne vois pas comment. Enfin, si vous avez des idées, vous me dites. Donc, si on ne peut pas isoler Versailles, eh bien, il y a des dérogations. Eh bien, ça existe déjà. Dans l'actuelle réglementation et dans le Code de la construction, j'ai noté les articles parce que je ne les connais pas par cœur, il y existe des exemptions possibles. Et effectivement, si on ne peut pas le faire, on ne le fait pas.
Mais ça ne doit pas être la raison pour rien faire du tout, qu'on soit bien d'accord. Et qui va dire qu'on peut faire ou pas faire, ça, débrouillez-vous, c'est pas mon affaire. La collectivité, l'architecte des bâtiments de France, je ne sais quelle personnalité ou professionnelle peut tenter pour faire cela. Mais toujours est-il qu'on débloque la situation, vous inquiétez pas, on ne va pas isoler Versailles. Non, pas possible. OK ? Voilà. Eh bien, je vais terminer là-dessus sur le déploiement. Tout à l'heure, on a vu sur un graphe pour les maisons individuelles, suivant le type de classe, G, F et ainsi de suite, eh bien, on prend notre temps et on étale dans le temps. Eh bien, en ce qui concerne les immeubles collectifs, c'est exactement le même principe. Dans un premier temps, vous vous souvenez, il y a 3 temps, audit, préparation, on passe à l'action. Dans le premier temps, audit, c'est-à-dire qu'on va faire la photo de ce qui se passe. Il existe aujourd'hui le 50 lots collectifs. Et tout le reste du parc, il va être décliné par d'autres critères qui pour le moment sont approximatifs, certes, enfin indicatifs, décidément. Et l'idée, c'est de partir sur, évidemment, les bâtiments les plus énergivores, c'est-à-dire avant la première réglementation, et puis après on décline tout doucement, tranquillement. L'idée, c'est que cette pente soit la plus douce possible. On peut faire plusieurs marches, je fais un premier scénario, on va dire. Bon, ça c'est la période d'enclenchement, de photographie des audits, et en assemblée générale, voilà, chez nous, dans notre immeuble, on va s'y prendre comme ça. Le jour où on devra faire, on fera ça. Je continue. Période de préparation. La période de préparation, eh bien, en fait, on va laisser du temps aux gens. Ce laps de temps est fonction de l'état initial. Si on est très très mauvais, eh bien, il faut intervenir un peu plus tôt. Si finalement on n'est pas si mauvais que ça, eh bien, on prendra plus notre temps. Vous voyez, j'ai dit par exemple 4 fois la cible, ça peut arriver, 2 fois la cible, et puis au-delà, un peu plus que la cible. D'accord ? Mais suivant ces 3 intervalles, ça pourrait être, j'en sais rien, 2, 4, 6 ans, ou 3, 6, 9, j'en sais rien. OK ? Voilà, donc ça c'est pour décaler, et vous voyez que en fait l'idée c'est d'avoir une pente la plus faible possible pour ensuite intervenir. Donc ça c'est des visuels, ça ne veut pas dire que là on rentre où on est obligé de faire les travaux, on est encore tranquille, on s'y est préparé, et le jour où on fait les travaux, eh bien on embarque, comme je disais tout à l'heure, eh bien c'est fait une fois de plus, et voilà, soit sur la façade, soit sur l'intérieur, c'est à l'occasion d'une mutation. Et vous voyez, petit à petit, avec ces travaux, ici, ceux qui ont commencé les derniers, eh bien, arrivent à peu près en 2050. C'est l'objectif. C'est l'ordre de grandeur. J'ai mis une 15aine d'années pour faire les travaux. Ça laisse un peu de temps. Ça n'interdit pas les gens à commencer avant s'ils le veulent. Évidemment, il peut y avoir des cas ou des situations où, je ne sais pas, peut-être ceux-ci, là, ont ravalé avant de faire un audit, je ne sais quoi. Mais donc, ils enclenchent plus tôt que prévu. Voilà. Oui, j'ai rajouté un élément qui m'a été, une information qui m'a été donnée récemment en présentant ça à un syndic. C'est l'idée des fonds de travaux utilisables jusqu'à présent, a priori, dans la loi Allure pour les parties communes. Dans un immeuble où il y a peu de parties communes et des parties, donc en compensation les parties privatives plus importantes, eh bien peut-être que cette cagnotte peut glisser pour les parties privatives. Mais enfin, tout ça c'est du détail à régler pour comprendre un peu, pour aider à financer. Mais ça c'est la suite. Je termine là-dessus, je crois. Oui, voilà, c'est fini. Et c'est bon, c'est fini. Voilà. Et je vous remercie. Puis on va passer une bonne AG ensemble. J'ai terminé. Très bien.
Bien, merci beaucoup, merci à tous pour votre attention. Je vous propose de juste laisser la parole 5 minutes à Jean-Marc pour conclure. Beaucoup moins. D'abord, je vous remercie pour être venu à la restitution de ces travaux qui ne sont que du bonheur pour un président. Vous savez, un président ne fait rien. Donc ce groupe de travail est un vrai bonheur parce qu'il vit, il est actif, il produit. Ça frotte un peu de temps en temps, tant mieux, c'est pour ça. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le cadre de ce travail s'inscrit dans quelque chose qui est un peu novateur. Parce que nous entrons dans une phase de notre histoire qui est une phase qui va aller à rebours de ce qu'on a vécu depuis très longtemps, depuis un siècle et demi exactement. Comme vous le savez, l'économie française n'est plus en expansion depuis 5 ou 6 ans, et il est vraisemblable qu'à partir de maintenant, il faut trouver des solutions qui flottent dans une économie qui ne retrouvera pas la croissance, et c'est probablement un des points qui nous opposerait si on avait le temps d'en discuter. Je crois que la croissance est malheureusement derrière nous, et qu'il va falloir trouver des moyens de faire des choses dans cette sphère-là. Ce qui veut dire en particulier que même si le ménage est en train de bon sens, ça j'en suis profondément convaincu, il n'a pas nécessairement la capacité d'anticipation pour voir avec 12 ans de préavis que Poutine va couper le tuyau, ou qu'avec 7 ans de préavis que la mer du Nord va s'assécher et que les Russes vont également nous donner un peu moins de pétrole qu'avant. Donc or, je vous rappelle que gaz et pétrole représentent n'importe quoi entre 60 et 70% d'énergie chauffage dans ce pays, selon que vous incluez le bois ou pas. Donc, la capacité à mettre en place quelque chose qui va qui va prévenir quelque part une capacité d'anticipation personnelle que les ménages n'ont pas, parce que l'information à leur disposition ne permet pas de l'avoir, c'est une vraie difficulté dans cette affaire. Et effectivement, si l'argument marketing passe nécessairement par de l'affectif, parce qu'on est tous faits de chair et de sang, et les chiffres, même pour les ingénieurs dans cette salle, de temps en temps, on prend une certaine distance avec, eh bien, l'un des défis, encore une fois, que doit relever ce groupe, c'est de rendre désirable quelque chose qui, quand même, au fond, va procéder d'une contrainte. Voilà, donc il faut qu'on se creuse bien la cervelle, mais par contre, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. On n'est pas dans une liberté complète laissée au ménage entre je ne fais rien et je préserve mon confort, ou je fais et je l'améliore un peu. S'il ne fait rien, il va sacrément perdre de confort et de valeur patrimoniale. Parce qu'un jour, il se retrouvera dans un machin avec le chauffage qui ne marche pas du tout. Et là, il est probable que la valeur patrimoniale de son bien s'en trouvera un peu affectée. Et à ce moment, il n'y aura pas les moyens pour en une semaine reconvertir la totalité du parc bâti de France. Voilà, donc encore une fois, un grand merci à tous les gens qui transpirent dans ce groupe depuis longtemps. Il reste du boulot, mais c'est plutôt une bonne nouvelle par le principe pour. Et je crois que maintenant, on a le droit d'aller voir un regard, c'est ça ? Bienvenue. Voilà. Exactement. Au revoir.